Bonjour à tous les internautes présents. Merci de nous rejoindre sur ce nouveau magazine Assurance TV que vous connaissez désormais. Magazine consacré à l'innovation et à la transformation du secteur de l'assurance. Je vous rappelle qu'en direct, vous pouvez poser vos questions sur Twitter sur le hashtag Assurance TV. Alors, on parlait tout à l'heure du CES Las Vegas. 360 startups françaises, tous secteurs confondus, ont été s'exposer au CES Las Vegas cette année. La déferlante start-up est présente et envahit le secteur de l'assurance également depuis quelques années. Si certaines AssurTech sont vraiment porteuses de belles promesses, la plupart des analyses convergent vers la difficulté de certaines pour percer dans le secteur de l'assurance. Alors, si certaines AssurTech accélèrent vraiment la transformation du secteur de l'assurance, la question du jour est: AssurTech Révolution est-elle vraiment en marche ? Pour en parler aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau Catherine Lardy. Catherine, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice Timalab Intermutuelle Assistance et vous êtes experte AssurTech, aussi marraine d'une start-up. Co-organise, c'est ça, une des startups de French AssurTech, c'est bien ça? Nous avons également Selim Echoukri. Bonjour Salim. Bonjour. Vous êtes associé fondateur chez Clean Blue Partners, cabinet de conseil en innovation spécialisé dans l'assurance et cofondateur de Clean Blue Rating, plateforme de veille innovation pour les assureurs et pour les banques, c'est bien ça? Absolument. Mathieu Luneau, vous êtes CEO Uncle. Tout à fait. On dit comme ça, c'est ça? Oui, tout à fait. Bon, parfait. Merci Henri. Uncle est le garant, c'est ça, du locataire pour booster son dossier de location. Exactement. On peut dire ça comme ça pour schématiser rapidement. C'est parfait. Et puis nous avons enfin Raphaël qui nous a rejoint. Raphaël Villers, bonjour. Vous êtes CEO et cofondateur de Luco. Exactement. Luco intervient sur le marché de l'assurance habitation. Vous dites vouloir transformer l'assurance habitation? On en parlera. C'est bien. Ça vous va? Ok. Alors, on va commencer ce plateau. Merci d'être avec nous par une question un peu générale pour rentrer dans le sujet et pour avoir un point de vue. Salim, je vais m'adresser à vous dans un premier temps. Quels sont selon vous les AssurTech qui réussissent aujourd'hui concrètement en France et surtout pourquoi elles réussissent? C'est ça qui nous intéresse. Alors, sans citer de nom, il y a de très belles réussites dans les 3 segments d'InsurTech qu'on suit de près, aussi bien sur des produits innovants que de la distribution innovante que sur du service aux assureurs. Sur les 2 premiers segments qui adressent directement les particuliers, je pense que les InsurTech réussissent parce qu'elles ont un marché qui est suffisant, elles ont une expérience client qui est absolument hors norme, et je laisserai mes collègues ici présents en parler, et aussi parce qu'elles apportent de la transparence, on sait absolument à quoi on souscrit et quelle est la promesse derrière. Sur la 3e brique, on a des services aux assureurs. À mon avis, les InsurTech qui réussissent, c'est celles qui vont aider les assureurs à résoudre un problème crucial, urgent, que les assureurs n'arrivent pas à résoudre par eux-mêmes. Donc elles sont très très fortes sur une seule brique, la fraude, l'efficacité opérationnelle, l'aide à la vente, mais très très spécialisées sur une seule brique technologique. D'accord. Qui partage ce point de vue? Catherine? Oui, moi je partage ce point de vue. Je pense qu'en fait, dans le mot, il y a quelque chose d'un peu trompeur. C'est finalement AssurTech. Je crois que pour réussir, les startups qui veulent se rapprocher de notre monde, elles doivent être surtout tech et client et un peu moins assure. Et je pense que c'est pas forcément si elles veulent devenir une société d'assurance, d'abord parce que le réglementaire est très compliqué en France et qu'il y a très peu, voire qu'une start-up qui a un agrément d'assurance. Mais en tout cas, elles peuvent vraiment nous aider à progresser et sur des briques technologiques et, comme vous l'avez dit, autour de sujets très précis, la fraude, les risques, et sur l'expérience client, où clairement, on a encore beaucoup de progrès à faire, et la majeure partie de celles qu'on rencontre sont plus performantes que nous. Mais celles qui réussissent aujourd'hui? Eh bien, celles qui réussissent, moi, je crois qu'elles sont très tournées sur les briques technologiques pour l'instant, de ce que je vois. Donc sur des briques spécifiques, oui. Pas sur l'intégralité de la chaîne de valeur? On verra. Je ne crois pas. On verra ça tout à l'heure, on en reparlera. On va en discuter avec nos amis qui sont ici présents sur l'habitation. Mathieu, vous en pensez quoi ça... Je suis totalement d'accord avec Salim et Catherine pour ma part également. Je pense qu'il y a une grosse notion, les VC aiment beaucoup ce mot, ils nous parlent vraiment d'être consumer-centric, donc centré sur à la fois le client, à la fois le consommateur. Et c'est vrai que la plupart des InsurTech aujourd'hui qui réussissent savent comment bien capter le client, et elles ont un pouvoir en termes de communication qui est énorme. Aujourd'hui, pour beaucoup, les assurances sont
des énormes corporations qui généralement font en sorte de ne pas faire fonctionner les choses au moment où ça va mal. Et les startups peuvent jouer un peu sur cet effet-là pour faire en sorte de bien s'adresser aux clients, mais toujours avec l'appui en effet des assureurs derrière elles qui assurent réellement les sinistres. Raphaël, votre vision sur cette question? Quelles sont les startups qui réussissent dans le secteur de l'assurance? Alors je pense qu'on peut regarder ce qui s'est passé dans la banque et la banque et l'assurance. C'est très différent, mais c'est quand même deux secteurs très réglementés avec beaucoup de capitaux. Et en fait, il y a deux types d'innovation. Il y a l'innovation incrémentale, qui sont des startups InsurTech qui vont aider les corporates actuels à être meilleurs sur la fraude, sur l'engagement client, sur le chat, sur ce que vous voulez. Et après, il y a une approche beaucoup plus full stack, qui est de reprendre la distribution et aussi le cœur du modèle. Et là, je pense que la banque de détail est en train d'être complètement changée aujourd'hui, et plus personne ne remet en doute que la banque de détail d'aujourd'hui va complètement changer. Et je pense que l'assurance de détail va aussi énormément changer. Il y aura toujours des assureurs, c'est indéniable, il y a toujours du risque, mais l'assurance de détail va être énormément changée dans les prochaines années, et je pense qu'on est juste au tout début du changement de l'assurance de détail. Salim, vous partagez le point de vue de notre ami? Je pense qu'il y a une forme de... Enfin, si on est au tout début, ça fait un bout de temps qu'on en parle quand même, hein. Salim, vous dites on est au tout début, mais les AssurTech, c'est pas tout neuf, quoi. Alors, après des assureurs full stack, on est quand même au tout début. On peut se projeter sur du long terme, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, bon, il y a, comme vous l'avez dit, un seul assureur full stack. Aux États-Unis, il y a quelques InsurTech. Encore une fois, moi, ma conviction, en tout cas, ce que je vois aujourd'hui, c'est quand même, c'est très vrai, le full stack sur la banque, sur l'assurance, je pense que c'est quand même beaucoup plus compliqué, j'ai l'impression. Donc on ne verra jamais une AssurTech sur l'intégralité de la chaîne de valeur de l'assurance. C'est votre diagnostic cet après-midi. Faites attention, c'est enregistré. Hein. C'est pas celui de Luco en tout cas. Pardon? Ce n'est pas celui de Luco. D'accord. Voilà. Et je crois que dans le monde dans lequel on est, et quand on a des responsabilités dans les sociétés même traditionnelles, il ne faut jamais dire jamais. Ouais. Donc, parce que les choses vont tellement vite, le monde va tellement vite, les attentes des clients bougent, donc voilà. Donc je pense que il ne faut pas dire jamais, bien entendu, parce que d'abord il faut toujours être ouvert à ce qui se passe dans le monde, et il se passe des choses en effet ailleurs, dans d'autres écosystèmes. Néanmoins, moi je pense que la clé du succès assez rapide pour des partenaires start-up autour de ces sujets-là, elle n'est pas tout de suite dans le full stack. C'est commencer tout de suite à vouloir escalader l'Himalaya. C'est hyper courageux, et ça sera sûrement successful pour ceux qui y arriveront. Oui, il y en a qui vont y arriver certainement, mais c'est plus difficile, je pense. Après, si je peux rajouter quelque chose, ça dépend ce qu'on entend par chaîne de valeur. En effet, une InsurTech qui, en plus de ça, assure, c'est un peu compliqué de tout faire. Mais je pense qu'il y a aussi une vraie valeur ajoutée de la start-up à la fois être très forte sur la partie souscription, ce que d'ailleurs lui demande l'assureur, arriver à bien capter ses clients, mais derrière à également être très forte pour répondre aux sinistres et pas abandonner en fait le client ou le consommateur au moment clé en fait de l'assurance. Et pour moi, en tout cas, c'est le parti qu'on a pris au sein d'Uncle, d'être à la fois sur la souscription et à la fois sur la gestion des sinistres. Pour moi, c'est quelque chose de très clé pour faire construire une boîte et un succès pérenne. C'était un petit peu ça le sens de ma question, hein, c'est qu'effectivement la fluidité d'une expérience client en acquisition confrontée à une complication en gestion de sinistres parce qu'on a un back-office potentiellement souffrant, j'ai potentiellement, hein, c'est pas toujours le cas, c'était là où effectivement il me semblait y avoir peut-être des petites problématiques pour nos amis assureurs. Donc ce que vous venez de préciser est important. Concernant le capital des startups, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais certains disent qu'effectivement l'actionnaire, enfin en tout cas la composition du capital est importante pour les startups qui réussissent. En tout cas, d'où viennent les fonds? Est-ce que vous avez vu, Salim, vous qui avez un observatoire assez exhaustif sur le sujet, est-ce que vous avez pu screener cet aspect-là des choses? L'actionnariat, il est évidemment important. S'il y a des assureurs dedans, est-ce que ça va mieux marcher ou pas, par exemple? Alors, quand on prend les chiffres aujourd'hui, la plupart des InsurTech, elles lèvent avec des VC. Ouais. D'accord. Donc, sur les chiffres, aujourd'hui, on voit que
c'est principalement les VC avec lesquels les InsurTech lèvent. Pour une raison simple, c'est que il y a eu au début, on va dire, un soupçon de conflit d'intérêts entre un assureur qui est à la fois au capital de l'InsurTech et qui pourrait être en concurrence. Maintenant, les choses ont assez bien évolué et on arrive à avoir des InsurTech, notamment en B2B, qui ont plusieurs assureurs au capital et qui sont de très beaux succès. Je pense à Stratum qui a BNP et CNP au capital, ou à Fundvisory qui a plusieurs assureurs. Donc sur les briques B2B aujourd'hui, c'est même un facteur clé de succès d'avoir un assureur. Pour le B2C, c'est encore en discussion. Pour moi, c'est pas forcément clé d'avoir un assureur aujourd'hui. Nous, on a fait le choix d'avoir beaucoup d'expertise d'individuels de l'assurance. Donc, on a des anciens CEO d'assureurs, exactement. D'accord. Et on a fait le choix, par contre, d'avoir aucun corporate de l'assurance. Et je pense qu'on peut faire le parallèle dans d'autres industries qui n'ont rien à voir avec l'assurance. Par contre, les startups. Globalement, les startups, il y a quand même beaucoup d'argent en VC traditionnel sur le marché. Elles n'ont pas forcément intérêt ou besoin d'aller chercher du corporate money. Donc, nous, on est plutôt pro ne pas aller chercher d'argent de corporate. Après, ça dépend. Moi, je partage totalement l'avis de Raphaël sur ces questions. On se rend compte, en fait, quand on est une InsurTech, la première chose qu'on doit faire, en tout cas une des premières choses, c'est aller négocier un deal avec un assureur pour pouvoir se lancer. C'est quelque chose de négocier un deal avec un assureur en tant que partenaire assurantiel, c'est autre chose de négocier un deal en tant qu'investisseur. Ouais. Et donc je pense qu'il ne faut pas mélanger toutes les notions et ça dépend en effet du moment de l'investissement. C'est vrai que, en tout cas, je parle pour ma part, on est vraiment dans une période seed, ça veut dire en amorçage. Et donc clairement, aller chercher des corporates à ce stade, c'est très complexe et c'est potentiellement une erreur par rapport au choix de partenaires qu'on peut avoir par la suite, etc. etc. D'accord, donc c'est pas une garantie de succès pour vous, si je résume. C'est même pas souhaitable du tout. Non, pas spécialement. Enfin, je pense que les assureurs sont ravis et d'ailleurs notre partenaire Sada, je pense, est ravi de nous avoir et on fonctionne très bien avec eux et je pense que c'est très bien qu'on ait pour l'instant une relation de pur partenariat et après s'il y aura des notions d'investissement, on verra par la suite. Mais en effet, on privilégie plutôt l'expérience et l'investissement de la part de personnes qui gravitent autour du milieu de l'assurance, du milieu de l'immobilier, etc. D'accord. Salim, je reviens vers vous. Vous avez une vision un peu exhaustive du panorama des InsurTech. Je crois que vous avez été le premier à lancer un observatoire. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Panorama. Un radar, un panorama. Donc, votre avis est intéressant sur le sujet. Quelles sont les caractéristiques, selon vous, des startups qui peuvent réussir ? Je ne parle pas des centaines de startups voilà, les principales caractéristiques des startups qui... C'est délicat, mais vous le saviez. C'est une question difficile. Moi, je pense que, je vais commencer par les critères bateaux dans ce qui est bateau, vous évitez. Qui sont communs à toutes les startups, une super équipe, un super produit, un super marché. Concrètement, Salim. Mais aujourd'hui, on voit quand même que, sans faire de généralité, que ceux qui réussissent dans l'assurance ont déjà entrepris une première fois avant. Et donc... ont déjà essuyé les plâtres sur la partie gestion d'une start-up, gestion d'une équipe et peuvent, dans une deuxième expérience entrepreneuriale, peut-être s'attaquer à la complexité du monde de l'assurance. Moi, c'est ma vision aujourd'hui. D'accord. Quelqu'un veut rebondir ou ça correspond tout à fait à ce que vous pensez ? Bon, on va revenir sur une enquête qu'on a effectuée récemment auprès de start-upers de la SurTech. Alors, on va être un petit peu sévère, mais on ne fait que reproduire certains de leurs propos. Donc, un bon nombre de start-upers évoquent spontanément leur relation avec le secteur de l'assurance. Alors, je vais vous livrer des verbatims qui ont été prononcés par un certain nombre de patrons d'AssurTech. Un dialogue compliqué, ça c'est la plus gentille. Des visions archaïques, des relations complexes avec les assureurs, disent-ils, des demandes surdimensionnées, la nécessité de travailler autrement et d'aligner des modes de fonctionnement entre les startups et les assureurs, la nécessité aussi du secteur d'accepter d'intégrer un changement culturel et un choc technologique. Mais surtout, les start-upers nous disent qu'il faut que les assureurs doivent avoir effectivement travailler avec les startups pour des objectifs commerciaux plutôt que pour se donner une bonne image.
Ça fait peur, ça, non Catherine, vous voulez réagir à cette vision? Est-ce qu'il y a des assureurs qui travaillent avec des startups uniquement pour se donner une bonne image? Ça, je ne sais pas. Et alors, en plus, je me cacherais derrière le fait que je suis assisteur et pas assureur. Donc, je suis en confort. Mais on pourrait parler de French AssureTech, l'accélérateur. Moi, je pense que tout ça est vrai. C'est-à-dire que oui, en effet, on est des institutions un peu. On a des modèles qui sont des modèles plutôt anciens. On a des dynamiques de construction de produits et time to market qui sont plutôt longues, etc. Voilà. Ça, c'est vrai. Une fois qu'on a posé ce constat, je crois que c'est le fait de pas mal d'industries traditionnelles qui sont nées à une époque qui était... Fini ou pas maintenant? Je pense que c'est fini parce que de toute façon, on est obligé de se secouer nous-mêmes. Hein. Donc voilà. Donc je pense que le bonne conscience, il n'existe pas. Par contre, ce qui est très clair, c'est que il faut, quand on commence une relation avec une start-up, qu'on soit très calés les uns et les autres sur nos attentes. Et sur ce qu'on peut offrir. Et nous, par exemple, c'était aussi très clair dans la démarche de French AssureTech. On était là pour accompagner. J'ai beaucoup aimé ce que vous disiez sur le fait que ce que vous alliez chercher, c'était pas forcément des fonds d'un assureur, hein, et pourtant Dieu sait si les assureurs ont des fonds, hein, donc on pourrait penser que c'est la chose la plus naturelle, mais c'est une expertise métier, c'est des gens qui accompagnent, c'est des gens qui parrainent, c'est des gens qui évitent les choses trappes réglementaires, les choses trappes techniques, voilà. Donc je pense pas que ce soit encore vrai qu'il y ait des assureurs qui veuillent se donner bonne conscience ou se faire de la pub, ou etc. Ça existe peut-être, hein, mais je crois que c'est un investissement très fort. Ce qu'il faut dire, c'est que les startups disent ça, mais pour nos équipes métiers, c'est aussi un investissement très fort de travailler avec les startups. C'est un rythme qui n'est pas le nôtre, c'est des besoins. Ah oui, et d'ailleurs, voilà, donc il faut aussi que nous... Donc, je pense que si c'était juste pour se donner bonne conscience ou faire de la pub, c'est plus simple d'acheter une page dans un magazine Bon, ça n'a pas existé alors. Ça a existé, non mais ça a existé comme tout. On va voir le témoignage ça a changé, je crois. De Raphaël là, qui va nous raconter un petit peu l'histoire de Luco rapidement, parce qu'on a pris un petit peu de retard, et surtout le pivot du modèle économique que vous avez dû opérer. En très rapide, la vision de base de Luco, c'était d'utiliser les données du foyer avec de l'intelligence artificielle pour venir réduire les risques et finalement protéger les foyers. Très vite, on s'est dit que les assureurs étaient des partenaires naturels. Donc on ne s'est pas dit on va vendre quelque chose aux assureurs. On s'est dit, pour notre vision, l'assureur est logiquement au bon endroit dans la chaîne de valeur pour le faire avec nous. Et donc pendant un an, on a commercialisé en faisant des POC, en travaillant avec de nombreux assureurs français et même européens. En B2B2C, et ça marchait plutôt pas mal. On faisait différents pilotes, on allait arriver en phase commerciale, mais en effet on était quand même confronté à une certaine lenteur, et c'est normal, c'est des boîtes industrielles, et faire travailler une équipe de 5 personnes qui a 6 mois et faire travailler une boîte qui pèse quelques milliards, c'est normal qu'il y ait quelques frictions ou des différences culturelles, et c'est même assez sain. Des problèmes techniques aussi, technologiques peut-être aussi, non ? Oui, forcément, un software qui a été fait avec 3 personnes marche moins bien avec SAP, où c'est des budgets de plusieurs millions. Mais ça, finalement, c'est assez naturel. Ce qui est plus dur, je pense, pour les gros groupes, c'est de vraiment innover en se disant qu'ils ne peuvent pas innover pour tous leurs clients. Il y a des gens qui sont très technophiles, il y a des gens qui sont moins technophiles. Donc, quand on fait, je sais pas, une app et qu'il faut qu'elle soit compatible avec les smartphones d'il y a 5 ans, ce qui est les besoins aujourd'hui d'une app d'assurance, par exemple, bah, c'est problématique. Ou voilà. C'est les premières choses, et après je pense que les grands groupes travaillent beaucoup avec les startups, font beaucoup de acculturation pour moi avec les startups pour notamment changer leurs équipements internes. Ce qu'elles ont plus de mal, c'est de faire des vrais paris et des vrais choix stratégiques en se disant dans 5 ans, dans 10 ans, l'assurance ça ressemble à ça, et je choisis, je prends mon risque et je mets énormément d'argent et d'efforts pour bouger dans ce sens-là. Aujourd'hui, ils ont un modèle et ils viennent. Il y a plein de petits satellites qui viennent tourner autour des grands groupes, mais au final, le centre de gravité, il change pas vraiment. Ils viennent graduellement améliorer leur process, mais pas se dire demain, je sais pas, les véhicules autonomes, ça veut dire ça, et donc je vais mettre X centaines de millions pour aller vers ça. Et en France, du moins, il n'y a pas encore énormément de gros groupes qui se disent ça va être comme ça demain, et je vais avec toute ma force et toute mon énergie et toute la difficulté que ça a dans ce sens-là. Donc au final, vous avez dû pivoter votre modèle économique, qui était parti, si je ne m'abuse, sur un modèle B2B2C vers un modèle B2C du coup. Exactement. Au final, on s'est dit que c'était plus rapide pour nous et plus simple de prouver notre vision et de réaliser notre vision en distribuant notre propre produit d'assurance, en construisant notre propre produit d'assurance, aidé par... nous, on travaille beaucoup avec des réassureurs et des sortes d'assurances en marque blanche, donc la Parisienne, Gleis de Munich Re,
où en gros, on a besoin de produits, on a besoin de capital, on a nos actuaires, on fait de la gestion de sinistres, on fait vraiment toute la chaîne de valeur, parce que en fait, on vient innover et radicalement changer énormément de parties de la chaîne de valeur. Donc on peut s'assurer en 2 minutes, on rembourse en 2 heures les sinistres, on protège les gens en leur filant des devices pour qu'ils aient moins de sinistres chez eux. Tout ça, c'est des choses qui se font pas du tout aujourd'hui. Et qui n'étaient pas possible dans l'environnement que vous aviez évoqué il faut impliquer 10 corps de métier complètement différents, 10 chefs de produits, c'est beaucoup trop complexe pour une équipe avec des petits bras comme nous, quand on était à l'époque, d'aller convaincre un gros player de faire ce choix aussi stratégique avec, par exemple, nous. Surtout que sur la multirisque habitation, il y a un vrai besoin de fluidifier le parcours client. Non ? Je pense que oui. Bon, est-ce que les startups les AssureTech peuvent vraiment repenser, transformer le secteur de l'assurance ? Est-ce que cette collaboration qu'on attend tous, avec une collaboration efficiente et efficace pour les deux parties, est-ce qu'elle est aujourd'hui, est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? Est-ce que ça va venir demain ? Mathieu, vous avez un point de vue sur le sujet ? Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? Je sais pas, on l'espère. Il y a une image que j'aime bien, que je vais reprendre du fonds d'investissement Raise. Ils organisent des conférences qui s'appellent David avec Goliath. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de startups quand elles arrivent devant un grand groupe. On est un tout petit David, on n'est pas grand-chose. Et on s'adresse à un grand Goliath dont on a besoin réellement, un partenaire assurantiel pour nous backer et faire en sorte d'avancer les choses ensemble. Donc il y a... Pour le coup, et David, il peut repenser l'assurance. Est-ce que le Goliath peut repenser, lui David peut aider Goliath à repenser l'assurance. Et en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on le voit. On l'aborde du point de vue tech. On parlait tout à l'heure de la nécessité pour une AssureTech d'être surtout tech. Et nous, c'est le chemin qu'on prend avec Uncle. Et on est persuadé que c'est vraiment comme ça qu'on arrivera à créer de la vraie valeur ajoutée, à la fois pour nos clients, nos partenaires et nos investisseurs. Et c'est justement en mettant en place tous ces process qu'on va pouvoir aider l'assureur qui lui va nous aider sur justement tous les process de fonds assurantiels purs dont une start-up jeune manque à ses débuts. Donc ce David et ce Goliath peuvent quand même faire émerger une nouvelle forme une nouvelle façon d'appréhender le secteur de l'assurance. Catherine, ils peuvent de façon transformer radicalement le secteur de l'assurance ou pas ? Ou c'est des petits points par-ci par-là ? En fait, je ne sais pas si la question c'est la question de la transformation, la question c'est de l'adéquation de notre modèle aux aspirations de nos clients et aux besoins du monde dans lequel on est, ce qui ne veut pas forcément dire d'ailleurs changer radicalement le modèle. Néanmoins, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse, vous le disiez assez justement, peut-être qu'on se préoccupe pas assez et pourtant on s'en préoccupe, mais peut-être qu'on s'en préoccupe aussi avec une certaine distance parce qu'on est pris dans beaucoup de contraintes d'un futur très différent de ce qu'il est maintenant. D'abord parce qu'aussi à nos niveaux de responsabilité, on a des âges qui font qu'on n'est pas dans le modèle start-up, etc. Et moi, je pense qu'il faut réfléchir aussi dans la façon de travailler à des modèles inversés. Aujourd'hui, on dit tiens, c'est intéressant quand on travaille avec une start-up qu'il y ait quelqu'un de notre société qui soit au board, qui soit advisory. Pourquoi ce ne serait pas le contraire ? C'est-à-dire pourquoi on ne dirait pas aux start-up avec lesquelles on travaille, venez nous aider dans nos COMEX, venez travailler avec nous là-dessus et venez aussi bouger nos convictions, nos risques. Alors forcément, le métier veut qu'on a une aversion au risque et prendre des paris sur l'avenir, c'est prendre des paris sur le risque. Donc c'est un peu antinomique avec ce qu'on fait tous les jours, mais on le fait et l'assurance s'est quand même transformée et a beaucoup évolué depuis un certain nombre de siècles qu'elle existe. Donc je pense que voilà, il y a des choses qu'il faut qu'on travaille, certainement mieux ensemble, certainement peut-être en modifiant un peu les attentes de chacun. C'est-à-dire que non, avoir des relations avec un assureur, c'est pas forcément avoir accès tout de suite à X millions de clients. Parce que c'est ce qu'ils pensaient tous. Oui, mais c'est-à-dire qu'il faut rentrer dans un cycle de produits, donc c'est compliqué. Ou de la data. Mais par contre, c'est peut-être des modèles un peu différents sur nos modèles organisationnels. Je pense que les entités qui portent les innovations, les relations start-up, etc., elles peuvent être influentes et elles peuvent aussi essayer, et c'est ce que je pense qu'on essaye quand même de faire tous, de se laisser influencer par vous, parce que les influences sont bonnes et positives et on le sait. Et moi, je pense que le succès ne viendra que de la coopétition, mais à condition qu'on soit très clair dès le départ sur nos attentes et qu'on accepte de faire des petits pas de côté sur la relation entre justement qui est David et qui est Goliath pour certaines parties. Et pour les parties d'innovation et de transformation et de nouveaux modèles, peut-être que n'est pas le David celui qu'on croit.
Ah, petite révélation de Catherine. Alors, il nous reste 2 minutes, hein, ça passe très très vite. Cette AssureTech révolution qu'on attendait tous, on est peut-être un peu impatients, mais est-ce que vous pouvez nous donner en 30 secondes chacun, pour finir très vite, votre sentiment? Est-ce qu'elle est concrètement en marche? Salim, allez, vous lancez. Est-ce qu'elle est en marche, cette AssureTech révolution, concrètement? Est-ce que ça fonctionne très bien? Indéniablement. Je veux dire, quand on voit la publication des chiffres d'Alan qui montrent qu'en 2 ans, ils ont fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, quand on voit des boîtes comme Shift qui arrivent à avoir 50 assureurs en 3 ans, quand on voit des succès de ce niveau-là. Il y en a quelques-uns comme ça, hein. On peut les compter sur combien? Sur le doigt d'une main, non? Non, il y en a pas. Je suis sévère là, une bonne dizaine. Bonne dizaine? Et à un rythme assez élevé. Il y a des levées de fonds qui sont importantes. Et il y a 3-4 ans, je vous aurais pas dit ça, mais aujourd'hui, je pense que c'est indéniable que la révolution AssureTech est en marche. Raphaël, votre point de vue, on y est vraiment? Alors, je pense pas qu'il y aura un Uber de l'assurance ou un Airbnb de l'assurance qui va complètement chambouler les chaînes de valeur. Ou tout du moins, ça va prendre du temps. Et je pense qu'on peut encore une fois. Oui, mais ça c'est comme les start-upers qui sortent d'école et qui montent Facebook. Ça c'est juste dans les films américains ou voilà. Mais si on regarde ce qui s'est passé dans la banque est en train de changer très profondément. Il y a des banques en ligne qui ont capturé 4 millions de clients en 2 ans. Je pense qu'on va arriver vers ça sur l'assurance. Donc c'est pas du jour au lendemain Madame Michu du fin fond du Larzac qui va changer d'assureur, mais c'est des positions qui vont changer fortement, des petits acteurs qui vont peut-être plus pouvoir rester avec 2 millions de chiffres d'affaires sur leur petite communauté historique. Voilà, ça va évidemment se recomposer et peut-être des relations entre différentes industries, les télécoms plus proches de l'assurance, inversement, des choses comme ça. Mathieu, votre point de vue, on y est vraiment dans la AssureTech révolution? Alors vraiment, je pense que ça va prendre du temps. Mais c'est-à-dire quoi concrètement? 6 mois, 2 ans, 10 ans? Non, je pense qu'on avance de toute façon tous extrêmement vite, je le pense. Donc je pense que dans 2 ans, déjà la face du monde startup et la face du monde InsurTech va profondément évoluer et apporter de nouveaux modèles. Et il y aura des collaborations de plus en plus fortes entre des gros assureurs et des startups. J'étais avant, moi, ancien avocat et je le compare un peu au monde de la legal tech. Et pour moi, le monde de l'insurtech est bien plus mature que le monde de la legal tech pour l'instant parce que les acteurs de l'assurance ont conscience de cette volonté d'innover et ils l'acceptent en tout cas et se mettent dans les bons rails pour potentiellement créer des partenariats qui on l'espère, vont être prospères et fructueux. Catherine, le mot de la fin en 15 secondes. Je dirais évidemment en mouvement, hein, 70 candidatures pour participer à l'accélérateur French AssureTech, c'est déjà un signe. Donc je dirais en mouvement, il faut que ce soit porté par un mouvement collectif, c'est-à-dire que le modèle traditionnel et l'activité traditionnelle bougent en même temps que vous bougez. Et je pense qu'ensemble, on va très vraisemblablement vers plein d'autres belles réussites. Merci de votre participation. C'était le mot de la fin. Nous allons voir notre prochain plateau. Mais avant cela, on peut constater qu'effectivement, les startups, mais personnes liées, ont un rôle primordial pour le secteur de l'assurance. Mais elles ont aussi un rôle social. Alors, je me suis permis de sélectionner la startup MedTech Lucine, que vous connaissez, Catherine, qui est accélérée par French AssureTech. Lucine développe un système de reconnaissance faciale qui permet de mesurer et évaluer la douleur d'un patient en combinant les données historiques et des données en temps réel. Alors, je voulais, avant de passer au prochain plateau, vous faire écouter Charles Sagan, business developer chez Lucine, et puis on se retrouve tout de suite après. Merci. Je m'appelle Charles Sagan, je représente l'entreprise Lucine en tant que business developer avec une catégorie un peu plus internationale. Alors Lucine, c'est la première solution digitale qui mesure, analyse et soulage la douleur. Alors j'ai la chance d'être dans les locaux de French AssureTech pour pouvoir travailler avec Startup Palace afin de faire un screening de nos besoins, des tenants, des aboutissants de Lucine pour pouvoir avoir une vision globale de l'entreprise pour pouvoir nous conseiller ensuite sur différents points importants sur lesquels axer.
Donc on a eu la chance d'intégrer French AssureTech cette année pour pouvoir travailler sur les différentes synergies qu'on peut avoir avec les mutuelles d'assurance. Parce que Lucine est persuadée qu'on a plein de projets possibles à faire ensemble, que les mutuelles sont des vrais acteurs de la santé en France et qu'avec un outil comme Lucine, on a beaucoup de projets qui sont possibles. French AssureTech, ça va nous permettre de travailler en direct avec toutes les directions de l'innovation des groupes mutualistes Neuertz, et donc ça peut nous permettre de créer des synergies, créer des projets communs en collaboration directe avec les mutuelles pour pouvoir à terme diffuser un outil Lucine à une grande partie de leurs sociétaires. On a réussi à trouver une thématique sur laquelle on souhaitait axer qui intéressait autant Lucine que les mutuelles d'assurance, et donc ça nous permet de travailler sur un projet, un outil Lucine adapté à leurs besoins de sociétaires.